Bonjour à toutes et à tous, je suis Alice, docteure en pharmacie et animatrice de ce podcast, La Minute Médadum, le podcast qui prend soin de vous. Installez-vous confortablement, votre Minute Santé va commencer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode sur un sujet d'actualité, les urgences. Nous avions déjà abordé dans un épisode précédent les urgences en tension. Mais cette fois-ci, nous irons voir ce qui se passe derrière ces rideaux d'hôpital, avec des moments parfois drôles, étonnants, émouvants et qui nous révèle le quotidien des urgentistes et des patients. Chaque année en France, il y a eu plus de 20 millions de passages dans les services des urgences. En 2023, la moitié des patients pris en charge aux urgences restaient plus de 3 heures dans le service, soit maintenant plus de 45 minutes de plus qu'il y a 10 ans. Pour traiter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Simon Bénichou, médecin généraliste qui va partager avec nous la réalité, les défis et quelques anecdotes sur les services aux urgences. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me convier dans ce podcast. Pouvez-vous vous présenter et aussi nous raconter un petit peu votre parcours et notamment qu'est-ce que ça signifie, d'être un médecin à l'hôpital et notamment avec les urgences, maintenant dans le quotidien et surtout pendant les périodes de fêtes de fin d'année comme actuellement? Alors, je suis médecin généraliste. J'ai exercé pendant 6 ans dans des services d'accueil d'urgence, puis pendant un temps dans un service de post-urgence pour personnes âgées. Et je suis actuellement médecin en soins médicaux et réadaptation de neurologie. Être urgentiste, c'est une façon particulière d'aborder la médecine. C'est un métier passionnant, difficile, mais très stimulant, dont l'objectif est d'établir un diagnostic pour pouvoir prendre en charge et orienter dans les meilleures conditions chaque patient. Être de garde aux urgences durant la période des fêtes, c'est quelque chose de particulier parce qu'on est malheureusement loin de sa famille, mais en même temps très proche de son équipe avec qui on va partager des moments conviviaux. Mais vous restez du coup aussi en première ligne, alors ça toute l'année, mais effectivement en plus, pendant les fêtes, c'est vrai que c'est des périodes un peu particulières où normalement c'est plutôt, comme vous disiez, la réunion, en famille avec des proches et donc vous, c'est pas le ce que vous vivez et du coup pour comprendre aussi un petit peu plus, du coup, ce service et poser un peu un cadre, est-ce que vous auriez un peu des chiffres justement sur ces urgences, enfin ces services d'urgence? Sur l'activité, voilà, vous nous disiez que c'était un petit peu plus calme. Moi, j'avais vu que dans certains services, notamment dans les déserts médicaux, le nombre d'appels, aux urgences pendant ces périodes-là pouvait jusqu'à doubler. Est-ce que vous avez un peu plus de détails? En France, en 2024, une consultation aux urgences, ça représente plus de 20 millions de passages sur l'année, avec une durée moyenne de séjour, de 4 heures et malheureusement, il y a de nombreux déserts médicaux aujourd'hui en France. Vous l'avez évoqué avec le docteur Maillet dans l'épisode précédent, même l'Île-de-France, constitue maintenant un désert médical. C'est très, inégal finalement. Et est-ce que vous avez peut-être, des différences dans les diagnostics? Parce que du coup, effectivement, octobre-novembre, il y a beaucoup, je pense, de grippe, de personnes, voilà, ou en tout cas qui, ont des symptômes, sur ces pics épidémiques. Mais est-ce qu'il y a, d'autres personnes qui viennent? Moi, je sais que souvent, il y a les blessures parce que, voilà, on a voulu, ouvrir une huître et le couteau a ripé, les intoxications alimentaires parce qu'on a mangé, voilà, trop de foie gras, ou autre chose. Est-ce qu'il y a, voilà, peut-être sur les patients qui viennent, des symptômes que vous retrouvez un petit peu plus pendant les fêtes? Ouais, alors il y a une pathologie qui est, l'insuffisance cardiaque qui nécessite un traitement, pour être bien équilibré et une des grandes règles de ce traitement, bah, c'est une règle hygiéno-diététique avec un régime, moins chargé en sel finalement et ben, les fêtes, c'est l'occasion de manger parfois des huîtres qui sont très iodées et donc très, très salées et ça arrive fréquemment que, au lendemain, du repas du 24 ou au 25 dans l'après-midi, on ait un afflux de patients en décompensation cardiaque, sur cette alimentation. Et du coup, ça, c'est des patients qu'il faut traiter, c'est des urgences vitales? Ça traduit un inconfort avec une difficulté respiratoire qui est au premier plan et qui nécessite, d'aider le patient. Heu, Schématiquement, on pourrait dire qu'il a de l'eau dans les poumons et on a besoin d'utiliser un médicament pour lui faire perdre toute cette eau. Et est-ce que vous avez peut-être justement des petites anecdotes, en tout cas, voilà, sur des souvenirs quand vous étiez au service d'urgence, sur des gardes que vous avez eues? Voilà, des patients qui sont venus pour, voilà, des petites situations peut-être un peu plus, loufoques que d'habitude? Ouais, alors je me rappelle de cette patiente qui avait, 83 ans et qui avait des troubles de la mémoire
avec, malheureusement pas de famille, proche, pour s'occuper d'elle et qui avait, consulté sur un syndrome, confusionnel aux urgences. Et ça nécessitait de l'hospitaliser, quelques jours. Malheureusement, on n'avait pas de place disponible dans les étages, donc l'ensemble des soignants s'en sont occupés à tour de rôle dans la journée pour éviter qu'elle fugue, et elle a fini par, partager le repas de Noël au soir, avec nous. Donc effectivement, c'est vrai que même si, voilà, les urgences, ça reste quand même quelque chose, un endroit particulièrement stressant, je pense, en tout cas pour les patients qui viennent. Possiblement aussi, bah, pour les équipes de soins, qui doivent traiter, parfois, des afflux ou des situations un petit peu plus, extraordinaires que d'habitude. On voit que ça peut quand même finir sur des moments, du coup, quand même, conviviaux, on va dire, et qui montrent aussi l'empathie qu'éprouvent les équipes, pour les personnes qui viennent aux urgences. Ouais, je pense que c'est le maître mot, d'une prise en charge en santé globale. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le plus bienveillant envers les patients qu'on prend en charge et vous avez parlé de convivialité, je garde un souvenir, très ému, à l'époque où je travaillais dans un service d'urgence, dans la ville de Martigues, dans le sud de la France. Durant la période covid, l'ensemble des restaurateurs de la ville se sont relayés, pour nous offrir des repas midi et soir. Sur l'ensemble de cette période? Est-ce que, justement, peut-être vous avez aussi, d'autres souvenirs pendant le covid? Parce que, vous parliez, tout à l'heure pour, voilà, la personne qui était venue pour un syndrome confusionnel, il y avait pas forcément de place, pour les lits et cetera, et vous parliez aussi de toutes les personnes qui arrivent avec des difficultés respiratoires. Est-ce que pendant la période covid où il y avait déjà des manques de lits et on voit qu'il y en a encore, maintenant, comment ça se passe aussi pour placer ces patients? Parce que, on sait que forcément pendant les fêtes, il y a possiblement ils veulent retourner aussi plus tôt chez eux et cetera. Comment en fait ça se déroule un peu cette organisation? C'est un des aspects très importants, de la médecine d'urgence, c'est d'être capable de prioriser nos prises en charge et d'orienter les patients en fonction de leurs besoins. Pour ma part, j'ai travaillé principalement dans un service d'urgence, périphérique avec un plateau technique. Qu'est-ce qu'un plateau technique juste pour nos auditeurs? C'est Par exemple, on prend le cadre des difficultés respiratoires. Si un patient a une grande difficulté respiratoire, ça va nécessiter une place d'hospitalisation en réanimation avec, une surveillance spécialisée. Les principaux hôpitaux en France, ce sont les centres, hospitaliers et universitaires qui disposent d'un plateau technique riche et les centres périphériques, sont des plus petites structures et n'ont pas forcément toutes les spécialités. mmh mh. Et du coup ça m'amène aussi, vous dans les différents structures et hôpitaux dans lesquels vous avez pu travailler, est-ce que vous avez justement des organisations ou un fonctionnement qui vous vient en tête qui permet aussi de fluidifier un peu le parcours d'un patient qui arrive aux urgences? Oui, j'ai eu la chance, dans mon parcours de travailler, pour les urgences, du CHU de Nice, qui constitue le deuxième service d'urgence de France, en termes de nombre de passages, par an, et il y avait des dispositifs, mis en place pour essayer, d'aider au mieux l'hôpital, mais surtout le service d'accueil d'urgence à, désengranger patients qui étaient, présents au sein du service et qui nécessitaient une hospitalisation, faute de place dans les services correspondants à leur prise en charge. On avait la possibilité, de réserver les lits disponibles dans d'autres services, pour pouvoir leur permettre d'être hospitalisés et dans la suite transférés dans le service de référence pour traiter, leur maladie. Et du coup, justement, est-ce que vous auriez aussi, peut-être en tête des idées d'alternatives vers lesquelles aussi pourraient se tourner les patients? Je pense notamment dans les déserts médicaux où, il y a peut-être même pas forcément de structure secondaire, au CHU et où, parfois le service d'urgence, peut être loin, où les médecins généralistes, vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent être aussi en vacances, hein, pendant les périodes de fête. Donc, est-ce que vous auriez des alternatives vers lesquelles les patients peuvent se tourner? Alors, ça c'est une vraie problématique, hein. En France, il y a pas, d'uniformisation, des besoins. Chaque région a ses hôpitaux, référents, mais c'est vrai que, dans des petites villes, eh bien, on peut voir, des médecins généralistes organiser, des systèmes de garde. Il y a aussi les systèmes de maisons médicales de garde, qui permettent d'être une bonne alternative à la consultation aux urgences et qui, trient également, les patients puisque lorsque la situation est trop grave, ils les orientent volontiers vers les urgences. Et puis il y a également la téléconsultation qui est actuellement en plein essor.
Ouais, est-ce que la téléconsultation, au même titre, voilà, que les maisons médicales et cetera, permettent vraiment du coup vous parlez de tri. Est-ce qu'il y a des patients qui arrivent aux urgences et qui devraient pas y être? Alors oui, aujourd'hui en France, je pense qu'on pourrait évoquer, peut-être, 60 des passages des urgences qui ne relèveraient pas forcément, d'une prise en charge dans ce service, spécialisé. C'est une réelle, problématique. À travers le temps, les médecins, généralistes, les médecins de famille, disparaissent de plus en plus et c'est vrai que, il y a une dizaine d'années, c'était eux finalement qui réalisaient le premier triage des patients et les réorientaient vers les urgences si besoin. Pour vous donner un exemple, je crois que sur l'année, 2024, plus de 70 des consultations sont des patients qui sont présentés par leurs propres moyens, OK. donc sans moyen d'adressage, médical préalable. Mmh mh. Et ça, effectivement, c'est, quelque chose qui permettrait aussi, de fluidifier, je pense, les services, de pouvoir prendre, en charge vraiment, en tout cas plus rapidement, peut-être même les patients qui nécessitent vraiment, des soins, urgents et de pouvoir peut-être aussi libérer, des espaces, des lits, ou autres dans les hôpitaux. C'est un métier un peu de l'ombre, mais est-ce que, justement toutes ces urgences qui arrivent sans en être réellement, vous disiez que c'était plus de 50, je crois que vous avez même dit 70. Est-ce que ça invisibilise pas un peu aussi les vraies urgences ou, est-ce que ça arrive quand même à être pris en charge? Et c'est toute la difficulté de la pratique, en termes d'urgence, il y a une urgence, concrète, réelle et puis il y a aussi les urgences ressenties, Mmh. par les patients. Donc je parlais de 60 qui ne relevaient pas forcément d'un passage aux urgences, mais ça c'est quelque chose de statistique, Mmh. facile à déterminer quand on se rend compte que finalement, 60 des passages des urgences ont été réorientés vers leur domicile à l'issue de Mmh. leur consultation. C'est ce qui rend la tâche, difficile dans ce Mmh. métier, c'est finalement de rester alerte, pour les urgences et éventuellement les urgences vitales qu'on va être amené, à croiser, au milieu de l'ensemble de ces consultations. Donc voilà, je pense que i dans le métier d'urgentiste, il y a vraiment, ces 2 pans, la spécificité et la spécialisation dans la prise en charge de l'urgence vitale et aussi finalement un rôle de réassurance sur ces urgences ressenties, par Mmh. les patients, qui nécessitent aussi, d'être écoutés et pris en charge. C'est vrai qu'on parle rarement, on sait qu'on va aux urgences, on râle parce que, ça prend beaucoup de temps, qu'on attend des résultats, qu'on ne sait pas où on va aller et cetera. Mais qu'en fait derrière, c'est effectivement si on est pris en charge par un autre service, on va penser à remercier le service et ou, le docteur qui nous a, voilà, amenés aux urgences. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le service auquel on pense tout de suite dans la prise en charge, c'est plus un 1er palier et ensuite on se dit: «OK, on passe au suivant» et on l'oublie des fois un petit peu peut-être, je pense, Après, je pense qu'il y a une réflexion à mener pour essayer, plutôt d'axer le soin sur de la prévention, c'est-à-dire, d'informer le grand public sur, peut-être les 4, 5 pathologies les plus graves, quels en sont les signes et quelle est la conduite à adopter, dans ce cas-là. et justement, moi, ça me permet aussi d'évoquer pour les patients qui devraient pouvoir se rendre, par exemple, aux urgences, voilà, pendant cette période des fêtes là, actuellement, est-ce qu'ils peuvent préparer un peu leur arrivée? Alors on sait qu'en général, c'est des situations un petit peu stressantes, on ne sait pas trop et cetera. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent préparer? Je sais pas, des documents? Comment est-ce qu'ils peuvent aussi aider un petit peu, leur arrivée dans le service pour eux le vivre plus sereinement aussi? Ah si, j'ai un conseil à leur donner, c'est d'apporter des cadeaux aux équipes soignantes. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut, expliquer aux patients que en France, on a la chance d'avoir un système de santé qui nous permet de consulter aux urgences, quand on en ressent le besoin et qu'au décours de ce passage aux urgences, qui est souvent vécu par les patients finalement comme un passage extrêmement long de, 3 heures, 4 heures, 7 heures, 8 heures et finalement sur cet espace-temps de 8 heures eh bien, ils vont bénéficier d'une orientation par une infirmière spécialisée, d'une prise en charge par un médecin urgentiste qui va éventuellement prescrire des bilans sanguins, d'imagerie et s'il n'y a pas de signe de gravité, ils vont pouvoir rentrer chez eux et en partant récupérer leur compte rendu de passage, les résultats du bilan biologique qu'ils ont passé et de l'imagerie qu'on a pu réaliser et interpréter. Aujourd'hui, c'est une chance, c'est pas le cas dans tous les pays. Mmh. Donc effectivement, c'est vrai que,
En tout cas, qu'ils n'hésitent pas aussi à préparer leurs documents, parce qu'on a la carte vitale, qui permet, aussi de faciliter tout ça. Peut-être effectivement si c'est des patients qui savent qu'ils sont traités pour, de l'insuffisance cardiaque comme vous l'évoquiez tout à l'heure, peut-être de prendre aussi leur ordonnance pour faciliter peut-être aussi le diagnostic et puis, ou une boîte de médicaments pour aider aussi, les voilà, les infirmières et les médecins derrière. En tout cas, voilà, ils peuvent aussi entre guillemets «préparer», leur passage, même si on ne leur souhaite pas bien évidemment, de passer, leur fête, aux urgences. Un grand merci docteur Bénichou pour, vos conseils, pour, votre bienveillance. Nous, on vous souhaite en tout cas, beaucoup de courage à vous et vos équipes aussi, dans les différents, centres, de soins pour cette période de fête. En tout cas, chers auditeurs, n'oubliez pas que vous avez aussi d'autres alternatives avant de vous rendre aux urgences. Vous pouvez, prendre rendez-vous avec, vos médecins, généralistes, en ville. Vous avez aussi, la téléconsultation, mais bien évidemment, si vous devez vous rendre aux urgences, n'hésitez pas du coup à préparer votre séjour avec voilà les différents, documents, médicaux éventuellement, des boîtes de médicaments, et puis bien sûr des cadeaux comme, on l'a dit pour les soignants. N'hésitez pas aussi à être, bien évidemment patient et bienveillant car, derrière, voilà chaque porte d'urgence, il y a, voilà des hommes et des femmes qui travaillent dur pour que tout se passe mieux, en cette période. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la Minute Médadom et en attendant, prenez soin de vous.